Bienvenue sur EventCheck, le podcast pour les lieux événementiels. Plusieurs fois par mois, je pars à la rencontre de lieux événementiels aux structures diverses et variées. Ateliers, restaurants, bars, hôtels, centres de conférences, appartements d'entreprise, coworking, meeting room, mais pas que. Je donne aussi la parole aux acteurs et professionnels de notre secteur. Traiteurs, wedding planners, apporteurs, start-up, etc. Le but, au-delà de vous partager leurs histoires et visions, est de mettre en lumière leur savoir-faire, conseils et bonnes pratiques. Du marketing digital à la stratégie commerciale, en passant par la relation client, nous passerons tout au peigne fin pour vous inspirer au quotidien et vous aider à booster votre activité. Je suis Clémence Ferraud, votre hôte, cofondatrice du CRM pour lieu événementiel BookingCheck. Et si vous voulez mieux vous connaître, venez me rejoindre sur Instagram ou LinkedIn. Sachez que vous pouvez retrouver tous les épisodes d'EventCheck sur notre site internet bookingcheck.com, vous inscrire à notre newsletter via le site pour ne rien louper et en profiter pour découvrir notre blog aux 1001 astuces. Si vous aimez ce podcast, aidez-moi à le faire connaître en vous abonnant, en mettant 5 étoiles, en laissant un commentaire sur une plateforme d'écoute ou tout simplement en parlant autour de vous. Et puis, n'hésitez pas à m'envoyer un message sur hello@bookingcheck.com pour me faire vos retours ou me partager que vous aimeriez participer. Et maintenant, place à EventCheck, votre nouveau rendez-vous audio. Bonjour Tristan, bienvenue sur EventCheck. Merci d'avoir accepté mon invitation aujourd'hui. Comment ça va ? Salut Clémence, merci pour l'invitation, ça va très bien. Et toi ? Très bien. Écoute, il fait beau. Oui, c'est le retour, c'est le retour du beau temps, visiblement en France. Exactement. Alors moi, j'étais en vacances, donc j'ai pas subi les plusieurs semaines de mauvais temps consécutives. Voilà, mais je suis content de revenir dans ces conditions. J'imagine. Moi, j'ai traversé la pluie pendant un mois, mais j'étais pas en vacances, donc mais j'étais en voyage, donc. Donc t'as bien bossé. C'est ça. Du coup, oui, on s'est dit on va travailler un peu plus et visiter un peu moins. Toi, tu es le cofondateur de Quizroom et aussi d'un jeu de société qui s'appelle Chiche ou Pois Chiche. Exactement. Avant qu'on parle du réseau Quizroom et de ce que c'est, tu as un parcours avec pas mal de cordes à ton arc. Tu as fait des parallèles entre plusieurs segments, si je ne me trompe pas. Est-ce que tu nous racontes un petit peu cette progression ? Qu'est-ce que toi tu ressentais et pourquoi tu as fait ces mouvements ? Alors écoute, en fait, moi, j'ai commencé par faire des études de droit et je pensais vouloir être avocat à ce moment-là. Ouais. Et c'est en me confrontant à la réalité du marché du travail, donc en faisant des stages en cabinet d'avocat, que je me suis rendu compte que c'était probablement pas le métier pour lequel j'étais fait, et que j'allais certainement plus m'épanouir dans l'entrepreneuriat. Et ce qui m'a permis de me rendre compte, c'est la création d'une association de pétanque quand j'étais étudiant à Assas. Voilà, et je me suis rendu compte que j'étais beaucoup plus performant pour créer une association de pétanque que pour faire du droit pénal. D'accord. Et cette association, d'ailleurs, je fais un petit aparté dessus, ça a été un immense carton et c'est une association qui existe encore aujourd'hui. Elle a fonctionné au point d'organiser quand même les plus grosses soirées de l'université d'Assas. On a été élus plusieurs années au conseil des étudiants. Enfin, c'était un truc quand même assez costaud et avec en ligne de fond faire presque ce qu'on veut et que des trucs assez marrants. Et donc c'était au fond en fait un projet entrepreneurial et qui rappelle que finalement le sujet est peu important. L'important c'est la façon dont on l'exécute. Et que une idée qui peut paraître un peu débile comme créer une association de pétanque, elle peut amener à créer une association qui est tout à fait sympa, sérieuse et ambitieuse. Donc cette expérience m'a permis d'ouvrir les yeux sur mon potentiel d'entrepreneur. Et donc c'est pour ça que rapidement après j'ai postulé pour rentrer en grande école de commerce. Et donc j'ai poursuivi mes études à l'EM Lyon. D'accord, t'as bifurqué tout de suite du droit vers... Ok. Exactement. Et après, en fait, en début de carrière, j'ai travaillé dans le secteur de l'enseignement. C'est ce que j'ai vu. Il y a un gros pattern éducation dans ton profil. Ouais, tout à fait. Je trouvais ça rigolo. Ouais, j'aimais bien le secteur parce que je le trouve porteur de sens et plutôt intéressant. Et en fait, je me suis retrouvé là-bas, notamment grâce à l'association de pétanque, puisque la boîte dans laquelle j'ai bossé en sortant de mes études était notre plus gros partenaire avec l'association de pétanque. Donc ils m'ont embauché pour redresser un institut d'études juridiques qui marchait pas très bien. Et donc j'ai fait de l'intrapreneuriat au début. Ce qui t'allait bien, j'imagine. Ce qui m'allait très bien parce que c'est une façon d'apprendre à entreprendre en percevant un salaire avec des gens très talentueux.
Emery et Benjamin, qui m'ont énormément appris. Et au bout de 2 ans, en fait, je suis parti pour monter un institut de coaching pour faire des études à l'étranger. Et donc j'ai fait ça pendant 1 an et demi. Après, ça a pris fin. J'ai vendu mes parts. Ça m'a permis d'avoir un apport pour pouvoir lancer Quizroom. T'avais quel âge quand tu vends tes parts? Ouais, j'avais 27 ans. Ouais, j'allais dire assez jeune. Ouais, mais c'est pas parce que j'ai vendu mes parts que je les ai vendues très cher. Hein, non, mais c'est juste de rentrer dans cette logique de vente, etc. C'est pas forcément... On n'est pas tous arrivés à cette maturité-là à 27 ans dans l'entrepreneuriat. Moi, je sais que l'entrepreneuriat, à 27 ans, je commençais à me dire peut-être que je peux me donner le droit d'être entrepreneur. Tu vois, j'étais loin encore de monter une première boîte, vendre une première part, etc. Il faut quand même aussi, enfin, il y a toute une partie un peu négo. On rentre dans d'autres c'est sûr. Logique que tu parlais de l'associatif. Quand tu crées une association, tu as pas ce moment où tu dois en sortir et tu essayes de récupérer ce que tu as fait un petit peu financièrement. Ouais, c'est tout à fait juste. Il se trouve que moi je suis rentré dans cette logique non pas par choix mais un peu forcé par les événements puisque ça se passait pas bien avec mon associé. Ouais. Mais je trouve que c'est des expériences qui sont très 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 formatrices quand parce qu'après tu fais des meilleurs choix. Moi je l'ai pas vécu personnellement mais je l'ai vécu autour de moi et j'ai vu l'impact positif à long terme que ça avait pour le bien-être de la personne dans son épanouissement. Ah oui, mais je te rejoins totalement là-dessus. Je pense que ça a été un des plus gros apprentissages que j'ai fait, parce que c'est des moments qui sont pas évidents, parce que c'est des trucs que t'as monté, que ça marche bien et que du coup t'as envie d'en retirer quelque chose. Mais après coup, c'est une bonne façon de se souvenir quelles sont les erreurs qu'il ne faut pas faire, sur l'association suivante, de se poser la question de savoir de quoi on a besoin, de qui on pourrait être complémentaire. Et c'est vrai qu'en termes de personnalité, je me suis ensuite associé avec quelqu'un, Charles, qui est tout à fait différent. Tu peux nous dire son nom de famille à Charles? Charles Babinet. Parce que c'est ton associé aujourd'hui. Ouais, exactement. Ouais. Comme ça, on pourra le taguer, tout ça. Oui, et j'ai Charles qui a une personnalité et des compétences qui sont très différentes de mon association précédente et qui aujourd'hui fonctionnent très bien. Voilà. Donc, je sais pas, peut-être que je me serais associé avec Charles quoi qu'il arrive puisqu'on se connaissait avant Quizroom. Ok. Mais c'est encore plus évident. Voilà, l'association précédente m'a permis d'avoir je sais pas si c'est des garanties, mais en tout cas d'avoir quasi certitude que c'était un bon profil. Compatible avec le mien surtout, parce que le profil de mon associé précédente était excellent. Elle était très forte dans ce qu'elle faisait, mais je pense qu'on n'était pas fait pour bosser ensemble. Ouais, mais c'est comme moi je dis tout le temps, faut vraiment réfléchir comme un couple. Hein. ça va être votre partenaire de vie sur plein d'aspects, votre associé. Donc il faut en effet, il faut bien viser parce que ça peut être sinon un petit peu douloureux. J'ai vu aussi que tu avais fait pas mal de marketing digital. Ouais. Par stage peut-être ou Oui, j'ai fait mes stages en effet donc chez Moët et Chandon, groupe LVMH en marketing international, et puis ensuite j'ai fait un stage chez Lagardère Sport. Ouais, sur une marketing agence sportif. Ouais. Voilà, en agence. En fait, j'étais convaincu que pour entreprendre, il fallait que tu maîtrises ça. Ouais, il fallait que j'apprenne à vendre. C'était ma question, j'allais dire, ça doit bien te servir quand même aujourd'hui d'avoir eu des bonnes bases en marketing. Ouais, ça me sert. En fait, je pense que tout est utile. Tu vois, quand tu lances ta boîte, tu connais ça aussi, hein, quand tu lances ta boîte, t'es obligé d'être un petit peu sur tous les fronts. Et donc, c'est pas mal d'avoir des bases. Alors, le plus nécessaire, c'est pas toujours d'avoir des bases techniques, c'est plutôt d'avoir des réflexes et de savoir solliciter les bonnes personnes quand il le faut, savoir quels sont les domaines dans lesquels tu es en capacité de monter vite en compétences et quels sont les domaines dans lesquels il n'est pas utile de monter soi-même en compétences, mais il faut tout de suite déléguer. Soit déléguer, soit travailler tout simplement avec des gens qui sont compétents. Et ça fait partie des arbitrages que tu fais rapidement quand tu lances ta boîte et qui sont hyper structurants. Voilà. Donc, évidemment, la première des compétences à externaliser, c'est la compta, puisque généralement il y a peu de. C'est vrai. Tu vois, il y a peu de valeur ajoutée à passer trop de temps là-dessus au début.
La compta et le légal, je dirais aussi, parce qu'on a tous un peu ce côté où rapidement on doit faire des CGV, quand on a un site un peu conséquent, les mentions légales, les CGV, enfin tout ça, généralement, s'amuser à les écrire soi-même. Oui, tout à fait. Non, et puis surtout que si tu le fais toi-même, tu vas pas bien le faire. C'est ça. C'est des trucs qui sont hyper importants. Bah oui. Donc, comme la compta où le risque de faire des bêtises est quand même très élevé. Et puis de se tirer les cheveux aussi, de passer un long et mauvais moment alors qu'on pourrait être plus performant sur d'autres choses. Je te rejoins sur ce que tu viens de dire. Donc, tu fais ton petit bonhomme de chemin et arrive la genèse de Quizroom. D'où ça vient? Eh ben, écoute, donc quand j'ai quitté ma boîte précédente, donc en coaching pour faire les dossiers de candidature aux universités étrangères, j'ai eu la chance de passer 2 mois sur un bateau avec des potes qui étaient en train de faire le tour du monde. Ah, sympa. Ouais, très cool. Sur la partie Caraïbes, tu vois. Oui, bah oui. Entre la Guadeloupe et le Panama. Faut bien choisir. Ouais, j'avais pris au hasard. Bien sûr. Non, ça s'est bien présenté à ce moment-là. Okay. Et sur un bateau, on réfléchit. On gamberge même. Parce qu'on a le temps? Oui, on a le temps. Et puis, on a le temps, mais malgré tout, t'es quand même dans une situation où tu te dis que dans peu de temps, tu vas revenir à la réalité et que t'aimerais bien éviter la feuille blanche. Et donc, forcément, il y a plein d'idées qui mijotent, soit pendant des longues périodes de traversée en bateau, soit au détour d'un petit punch avec les potes. Et en tout état de cause, tu vois, tu réfléchis à la suite. Et pour moi, la suite, elle s'écrivait soit dans le sport, soit dans les loisirs, parce que je voulais aller vers un secteur un peu plus léger et un secteur qui me parlait davantage. Et donc, j'ai cherché dans ce sens. Et puis, j'ai rencontré, en rentrant de ce voyage, j'ai rencontré la personne qui a lancé les premiers escape games de France. Et donc à ce moment-là, j'ai identifié le secteur des loisirs indoor comme un secteur intéressant. Et assez vite, comme je passe du temps à regarder des conneries devant la télé, je me suis dit, ce qui peut être sympa, c'est de faire une immersion sur un plateau télé. Et surtout, ce qui est important, et ça c'était une vision qu'on a eue dès le départ avec Charles, c'était de se dire que on voulait créer une nouvelle catégorie de loisirs. Donc on voulait pas être un énième escape game avec simplement une nouvelle énigme. On voulait créer une nouvelle catégorie. Les catégories existantes étant le laser game, le bowling, le mini-golf, l'escape game. Et nous, on voulait créer une nouvelle catégorie à côté de celle-ci. Et au-delà d'en créer une nouvelle, on voulait devenir le référent de cette nouvelle catégorie avec une marque forte. C'est notamment pour ça qu'on a appelé ça Quizroom. C'est parce que c'est donc une marque très descriptive. C'est une marque qui porte donc le nom de la catégorie de loisirs qu'on voulait créer. Qui est très lisible côté consommateur et qui pouvait donc porter l'ambition de devenir référente. Et Charles est tout de suite avec toi dans la réflexion. Il est sur le bateau ou vous échangez déjà à ce moment-là? Charles, il est pas sur le bateau. Charles, il est pas encore là au moment où l'idée arrive de faire cette immersion en plateau télé, mais il arrive juste après. Voilà, puisque Charles est travaillé chez KissKissBankBank. Il était le référent de tous les projets en fait de la plateforme. Et il voyait plein de projets toute la journée. Celui-ci lui parlait. C'est mon frère en fait qui lui en a parlé. Ils se connaissent depuis très longtemps. D'accord. Et Charles a été pas mal emballé par le projet. On en a parlé et rapidement je l'ai embarqué dans le projet. Il a quitté KissKiss et t'as réussi à le convaincre. Ah bah oui, mais ça c'est toujours l'étape 1. Hein, si faut réussir à convaincre. Et d'ailleurs c'est quelque chose de permanent d'essayer de convaincre des gens de rejoindre le projet. C'est jamais simple. Et c'est une des clés du succès. Tout à fait. Là, on est en quelle année quand vous vous dites avec Charles, allez, on y va? Fin 2018. Fin 2018. Et après, on prend quelques mois pour développer le jeu, au départ avec un freelance. Alors, c'est-à-dire, parce que je pense qu'on est plein à t'écouter là, on sait pas du tout comment on développe un jeu. Et pourtant, les lieux événementiels sont de plus en plus sollicités par les entreprises en termes d'animation. Donc, je pense que ça va intéresser Oui, tout à fait. Mais alors, avant d'expliquer comment développer le jeu, je vais peut-être expliquer le concept un peu plus en détail, puisque oui, bien sûr. J'ai juste dit que c'était un quiz dans un décor de plateau télé, mais c'est déjà pas mal. Donc, l'idée, c'est vraiment de se retrouver en immersion sur quelque chose qui ressemble à un plateau télé, avec les codes de la télé. Donc, tu as des pupitres, des buzzers, des jeux de lumière, des classements directs, des voix off,
Voilà, t'as tous ces codes. Donc quand tu penses à la question pour un champion qui veut gagner des millions Burger Quiz, tu fais un mix de tous ces codes, dans des codes plutôt sombres quand même, et tu arrives au type d'immersion qu'on propose chez Quizroom. Voilà. Donc disons que le socle de l'expérience, c'est le plateau. Ok. Se trouver sur un plateau. Donc c'est plutôt la forme au départ, en disant on va mettre les gens dans une condition. Exactement. Okay. Tu les mets en condition, ça correspond aux nouveaux usages des loisirs, avec une volonté de la part des gens donc d'être acteurs de leur activité de loisir, plus que ce qu'ils étaient traditionnellement, c'est-à-dire plus ou moins passifs, notamment via le cinéma. Voilà. Okay. Donc maintenant les gens veulent être acteurs, ils veulent être immergés. Donc avec le plateau télé ça fonctionne, mais une fois que tu as dit ça suffit pas, puisque si tu proposes juste des questions de quiz une à une, ça risque d'être un petit peu ennuyeux. Et donc nous on a eu la volonté en fait de maximiser les interactions et de créer une expérience qui soit fun et accessible à tous. Ça c'est vraiment fondamental. On voulait pas avec le Trivial Pursuit, on voulait pas, c'est trop dur. Ça te rappelle des mauvais souvenirs. Ouais, exactement. Moi, j'ai une famille d'intello où les gens sont très bons au Trivial Pursuit, et donc j'ai été traumatisé par mes défaites répétées à ce jeu. Moi, j'ai des souvenirs aussi enfant de vouloir rejoindre le jeu et en fait d'être complètement bloqué. Donc ça me fait rire que tu dises ça. Ouais, les gens se retrouvent pas mal dans ce discours, et je pense que c'est une des raisons pour lesquelles Quizroom fonctionne bien, c'est que les gens se sentent pas jugés par leur connaissance, leur culture générale. Exactement. Tu vois, nous par exemple, le mot culture générale, enfin le terme culture générale dans notre communication, c'est totalement proscrit. Oui, j'ai vu que vous en parliez jamais, en effet. Jamais. On n'a pas le droit d'en parler parce que c'est tout de suite très très élitiste. Et nous, on est à l'inverse de ça. On a plutôt des questions qui sont de l'ordre de la culture populaire, voire même des questions qui ne touchent pas aux connaissances. Donc des questions qui peuvent être des questions d'observation, de mémorisation. Tu vois, on peut te mettre une vidéo de Bruno Mars en train de chanter, et puis son clip, et à la fin on va pas te demander le titre de la chanson, mais on va te demander quelle est la couleur de son chapeau. Okay. Donc c'est limite un peu de temps en temps what the fuck, quoi, le truc n'a rien à voir. Mais donc ça fonctionne bien, et ça donne à tout le monde ses chances de gagner. Et indépendamment des questions, on a plein de mécaniques, notamment avec les jokers, qui permettent donc des interactions qui sont hyper sympas, hyper riches entre les joueurs, et qui font que tout le monde y trouve son compte, que tu sois gagnant ou perdant, tu vas t'amuser. Mécaniquement, tu t'amuses quand tu gagnes, ça c'est valable dans tous les jeux. Mais quand tu gagnes pas, si tu fais chier le voisin, tu vas t'amuser. Si t'apprends des trucs, tu vas t'amuser. Puis de toute façon, dans un groupe, j'imagine qu'il y a toujours un panel de personnalités. Il y a ceux qui sont vraiment là pour la gagne, et puis il y en a qui sont là pour... Enfin, moi, je sais que je suis pas une grande compétitrice dans l'âme. Je m'en fiche de gagner. Ouais. Par contre, j'aime pas m'ennuyer, quoi. Ça, c'est vrai. Mais donc, tout à fait. Et c'est vrai que généralement, tu trouves ton compte. Alors, c'est sûr que celui qui est venu pour la gagne et qui finit dernier parce qu'il s'est bloqué toute la partie, il sera vénère. Mais au final... Mais ça fera rire les autres. Ça fera les autres, et même lui, il sortira de la salle, il sera pas content, mais finalement, s'il s'est autant pris au jeu que ça veut dire qu'il a passé un bon moment. Donc la déception de la défaite. Il reviendra pour gagner. Voilà, il va revenir pour gagner à la fin d'après, exactement. Parfait. C'est très courant chez nous. Voilà, donc si tu veux, cette expérience, elle est immersive, elle est fun et accessible, ça c'est hyper important. Et donc c'est autour de ces points cardinaux qu'on a imaginé notre jeu, qui est donc un jeu animé par une voix off, qui est donc 100% automatisé. Voilà. Okay. Donc c'est pour cette raison-là, notamment, qu'on a dû développer un jeu, et que notre concept, qui est un concept retail, puisque les gens viennent dans nos centres pour jouer, et ben ce concept, il est quand même soutenu par une techno qui est donc automatisée. D'accord. Donc au début du projet, on a dû développer une première version du jeu avec un développeur en freelance. Ok. Donc ce développeur, il nous a fait notre V1 du jeu, qui nous a permis de nous lancer, qui nous a permis en septembre 2019 d'ouvrir notre premier centre à Paris. Donc c'est comme si vous avez créé un petit logiciel. Ouais. Ça se matérialise comment pour vous? Complètement. C'est un logiciel. C'est un logiciel qui a un back, un front. Et alors je vais traduire pour ceux qui sont pas à l'aise. Non, il y a pas de souci. Le back, c'est le logiciel qu'on utilise côté interne équipe, et le front, c'est ce qu'on va plutôt montrer côté client.
Voilà. Effectivement, on peut dire ça comme ça. Ouais, schématiser. Exactement. Mais c'est parce que c'est des mots des fois qui font peur alors que c'est tout simple. Ouais, c'est clair. Ok, donc il vous fait la vitrine et l'arrière-boutique. Voilà. Alors sachant que nous, il nous a fait notre jeu, mais il nous a aussi développé des outils qui nous permettent de gérer nos flux de clients. C'est-à-dire que quand quelqu'un arrive, il va créer un profil joueur où il va donner son âge, il va donner sa date de naissance, il va donner ses centres d'intérêt, et son nom et son mail. Et ces éléments-là vont rentrer en compte dans notre algorithme pour sélectionner les questions qui vont être soumises à un groupe. Donc, il y a une personne qui crée son profil où tout le monde le fait et c'est un pot pourri de tout ce que vous avez reçu comme données de la part des joueurs. Tout le monde le crée, et donc si tu as un groupe de 8 joueurs par exemple, les 8 créent leur profil, et notre algorithme, il va sélectionner les questions en fonction des 8 profils. Donc pour être concret, si dans les 8, tu en as 6 qui choisissent toutes les thématiques, et tu en as seulement 2 qui ne choisissent pas la thématique musique, à ce moment-là, on considère qu'il y a une majorité de gens qui a choisi la thématique musique, donc on va proposer de la musique. En revanche, si sur tes 8 participantes, on n'a que 2 qui ont sélectionné sport, l'algorithme il va exclure les questions sport de façon à ce que ça soit plus adapté à ce que le groupe souhaite. Et ça permet d'augmenter drastiquement la satisfaction client, puisque un des gros problèmes des jeux de société, c'est que très souvent, quand tu tires ton dé au Trivial Pursuit, tu vas tomber sur art et littérature et ça va te faire chier parce que tu connais pas une réponse. Voilà. Tout à fait. Je pense qu'on s'est tous retrouvés dans cette situation. Alors moi, j'ai une autre question vis-à-vis des questions. Du coup, vous, dans votre logiciel en interne, vous allez créer les questions et les classer par thème. Ouais. Tout à fait. Il y a un gros boulot de rédaction de questions. Parce que pour que l'algorithme marche, faut qu'il ait à manger, faut qu'il ait des choses à trier. Exactement. La partie contenu, elle est hyper importante pour nous. Au tout début du projet, on a travaillé avec une rédactrice de Burger Quiz qui s'appelle Ambre. Ah, trop cool. Et qui, donc, au début, nous a rédigé les questions. Ensuite, nous a formés à rédiger nos propres questions. D'accord. Donc, au tout début du projet, avec Charles, c'est nous qui avons fait la majorité des questions avec Ambre. Et au fur et à mesure, on a fait bosser des freelances, et aujourd'hui on a une équipe en interne avec Erin notamment qui s'occupe donc de la rédaction de questions. Et c'est un sujet d'ailleurs qui s'est complexifié, puisqu'on y reviendra, mais qui s'est complexifié puisque maintenant qu'on a plusieurs pays, forcément les questions sont pas les mêmes en France, en Suisse, en Belgique et en Australie, et donc c'est un gros sujet pour nous, la production de contenu, la mise à jour des contenus et l'adaptation culturelle des contenus. Oui. Et après, j'imagine que une fois que les questions sont rédigées, il faut les tourner en voix off. Exactement. Toutes les questions sont tournées en voix off. Donc on a le jeu en tant que tel qui a des voix qui reviennent à chacune des parties, et on a chaque question qui est tournée en voix off. Mais les voix off, vous avez vous embauchez, j'imagine que c'est des indépendants qui viennent les voix off, c'est des indépendants. Ouais. Et c'est toujours Ambre, d'ailleurs, qui était rédactrice, mais qui est aussi voix off et comédienne. Donc super, Ambre, elle faisait tout. Elle est super talentueuse, et c'est elle qui continue de nous faire les voix off du jeu. Et on a d'autres voix off pour la partie en anglais. Oui, après. Elle ne parle pas toutes les langues, Ambre? Non, putain, c'est abusé quand même. Manque de polyvalence quand même. Là, il va falloir lui parler. Ok, donc vous partez avec cette base-là. Et vous ouvrez votre premier site à Paris, je crois? Exactement, on ouvre notre premier centre à Paris en septembre 2019. Vous êtes dans Paris ou vous êtes en périphérie? On est en plein centre de Paris, on est à Odéon. Oui, ok. On a eu la chance à l'époque qu'un propriétaire de local commercial veuille bien nous le louer, puisque quand tu viens avec un concept un peu barré comme celui-là qui a pas fait ses preuves, c'est pas hyper rassurant pour un bailleur. Mais on a à ce moment-là trouvé une bonne opportunité, le bon local, et on a pu se lancer. Et la chance qu'on a eue, c'est que ça a démarré très vite et que le concept était visiblement quand même assez lisible
Et il a séduit rapidement pas mal de gens et surtout des early adopters. Tu vois, t'as énormément de gens qui passent leur temps à essayer de trouver des nouveaux trucs à Paris. Voilà, et donc tous ces gens-là sont venus jouer chez nous. On a eu aussi l'appui de notre réseau puisque nos potes sont pas mal venus avec leur entreprise, avec leur famille, etc. Et donc ça, quand tu dis ça a marché très vite, sans forcément faire beaucoup de marketing, ou derrière toi, t'avais quand même fait tourner des emailing, je sais pas quel type de... Alors, au tout début, c'est un peu fou, mais en fait, on a dépensé 0 € de marketing. Ok. Non, mais... On a fait la preuve que ça peut marcher, hein. Oui, non, mais après, disons que je pense qu'on a mis en place un cadre qui a fait que la machine s'est enclenchée. Et ce cadre, c'est quoi? Ce cadre, c'est quoi? C'est que on a fait une campagne donc de pré-vente sur KissKissBankBank. Oui, je sens que KissKissBankBank va arriver. Okay. Ils nous ont poussé nos campagnes bien, voilà, parce que Charles venait de là-bas et les 3 fondateurs ont investi dans Quizroom, donc d'accord. Aussi, donc c'était une joyeuse famille. Ouais. Okay. Exactement, mais bon, enfin, au-delà de ça, ils auraient pu pousser notre truc si c'était pas ouf, personne n'aurait acheté, quoi. Bien sûr, oui. Mais ça vous a donné un peu de visibilité. En fait, ça nous a permis d'avoir un certain nombre de parties vendues avant même le lancement. Donc ça nous a permis d'éprouver notre concept pendant l'été. Ouais. Comme un soft opening un peu. Ouais, exactement. Ouais. On s'est payé moins cher en disant s'il y a des bugs, vous nous en voudrez pas. Voilà, et il y avait plein de bugs et les gens nous en voulaient pas, donc ça c'était cool. Et puis du coup en septembre on a fait l'ouverture publique où là les gens payaient le vrai prix et où ils étaient pas censés savoir que c'est pas au point. Ok. Donc en septembre on a commencé comme ça et grâce au bouche à oreille qu'on avait commencé à déclencher avec les tests de l'été, grâce à notre réseau, mais notre réseau c'est pas simplement connaître des gens, tu vois, c'est écrire aux gens un par un et les tanner pour qu'ils viennent jouer, quoi. C'est via quoi, des LinkedIn, des emails, enfin tout. Ouais, bah en fait tu fais un fichier de prospect de tes potes, quoi. Ouais, ok. Il y a des gens qui disent ouais, tout, t'es sûr? Ouais, je suis sûr. Ouais. Il y a 90% de mes potes qui sont venus. Et ils avaient pas le choix. Je les attendais le matin en bas de chez eux. Ah ouais, mais t'as même des gens qui ont acheté des parties qu'ils ont jamais utilisées, tu vois, mais ils les ont achetées, quoi. Non, mais je pense à tous les gens qui nous écoutent et qui veulent se lancer à un moment donné. Voilà, vous avez des vraies méthodes là. Ouais, c'est important de rien lâcher là-dessus parce que c'est ce qui derrière c'était meilleurs ambassadeurs. Et puis nous à l'époque on avait 27-28 ans, c'était l'âge où on avait des potes qui commençaient à être managers, à avoir des équipes à gérer et donc des team building organisés. Et puis tous les after work, oui, je vois. Ouais. Voilà, donc ça nous a aidé. Et puis à côté de ça, on envoyait un communiqué de presse à quelques médias, à quelques influenceurs qui étaient dans ce délire-là. Mm-hmm. Et on a eu la chance d'avoir des retombées presse rapidement. Cool. Tout ça gratuitement. Ouais, surtout que la presse c'est pas toujours évident, donc. Ouais, en fait, paradoxalement, le fait d'être à Paris, dès que tu proposes quelque chose de très nouveau, les médias se jettent un peu dessus pour être les premiers à parler de ces actus-là. Ok. Et au fond, enfin nous ce qu'on a constaté après en lançant des villes de province, c'est que c'était plus difficile d'avoir des médias gratuits en province parce qu'il y a moins de médias un peu tendance et donc généralement on les a payés en province. Alors est-ce que c'est cette distinction Paris-province ou est-ce que c'est le fait qu'on était déjà établi, qu'on avait déjà ouvert des centres et que donc on n'était pas complètement nouveau qui ont fait que ces médias-là n'ont pas accepté de nous d'écrire sur nous gratuitement. J'ai pas vraiment la réponse, mais j'ai quand même eu le sentiment que l'effet de nouveauté et la volonté des journalistes de parler des concepts les premiers était quelque chose de très important à Paris. Ok. C'est intéressant. Peut-être un peu moins ailleurs, avec la marge d'erreur que ça comporte comme théorie, mais oui. Non, mais après, pour quelqu'un qui entreprend sur des villes en dehors de Paris, peut-être que travailler son réseau presse, ça peut être important en amont d'un projet. Mais ça l'est toujours. Et puis en plus, quand tu démarres, en fait, t'as que ça à faire d'essayer de tanner un journaliste de venir chez toi. Et il faut pas hésiter à les tanner parce que ils ont l'habitude qu'on les tanne. Hein. Ouais.
Moi, j'ai fait du stage en maison de presse et j'ai vu tout ce qu'ils recevaient et ceux qui arrivaient à décrocher des articles. Bah, généralement, c'est ceux qu'on voyait souvent. Ah ouais, c'est sûr. Ouais, Donc, faut pas être mal à l'aise. Non, mais parce que je sais qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui vont pas être à l'aise faire un peu du forcing. Comme tu disais, moi, j'ai pas hésité à tanner mes amis. Ben, c'est un peu pareil avec la presse, quoi. Faut y aller. Faut pas hésiter. Et un truc très important aussi, c'est quand tu tannes tes potes, il faut leur demander de payer le vrai prix, quoi. Parce que au fond, quand t'as un pote qui lance quelque chose, ta façon de l'aider, c'est aussi de lui aider à gagner un peu d'argent. Donc, si tu commences à brader auprès de tous tes potes, en fait, au début, tu vas jamais vendre au vrai prix. Oui, bien sûr. Donc, et sachant que pour ton pote, c'est marginal, en fait, de rajouter 3 € par partie. C'est juste qu'il y a une... Surtout sur des ordres de grandeur comme les vôtres. Voilà, quoi. Exactement. Quand t'es en B2C sur des produits qui sont pas chers, bah, en fait, non, faut pas faire de réduc. Et je pense que c'est important aussi de se mettre à la place de celui qu'on se reprend. Tu vois, il prend son risque. Bah, toi, t'es son pote, t'es à côté, tu contribues, quoi. Voilà. Bon, après, moi, c'est un état d'esprit que j'ai parce que j'ai lancé mon propre projet et que j'ai vu ce que c'était de ce côté-là. Et donc maintenant, dès que j'ai des potes qui lancent des trucs, je vais à toutes les soirées de lancement et j'achète toujours les produits. Ça me paraît complètement normal. Mais c'est vrai que quand on n'est pas passé par là, on n'a pas forcément cette non, vue-là. Et même côté entrepreneur, moi je sais que au début, sur mes premières années, assumer le prix de vente que je proposais, c'était compliqué. Parce que évidemment, moi je vendais pas à mes amis, parce que malheureusement, tous mes amis n'ont pas des hôtels, des bars, des lieux événementiels. Ouais. C'est plus compliqué, ouais. C'est pas pu harceler tout le monde, mais je sais que comme on est tout de suite sur du B2C, moi il y avait un rapport de négociation, etc. Alors qu'à l'époque on avait un prix qui était très bas parce que justement on savait qu'on avait un produit qui se construisait encore beaucoup, un peu comme tu disais, vous nous en voudrez pas s'il y a des bugs, nous c'était vous nous en voudriez pas s'il y a pas toutes les fonctionnalités encore, quoi. Mais du coup on n'est pas cher et je sais que j'avais du mal même à assumer ce prix bas. Et c'est vrai que si je tire un peu le trait un peu plus loin de ce que tu dis, assumer son prix, c'est important. Ouais, même si au début, on sort un peu de sa zone de confort pour certains. Pour d'autres, c'est très facile. Pour mon associé, il n'y avait aucun problème. Il était très en phase avec nos prix. Mais moi, c'était un vrai sujet et il a fallu que je prenne un peu le taureau par les cornes. Donc, je trouve que c'est un très bon conseil que tu donnes. D'assumer ses prix, c'est important et de pas tout de suite faire du rabais et de la promo, etc. Mais plutôt se forcer à justifier ce prix en disant oui, mais derrière il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Donc non, je vais pas m'amuser à faire moins 50% dès que vous me le demandez. Pote ou pas pote, petit aparté entrepreneurial. Ça légitime la qualité de ce que tu fais. Et puis c'est un bon exercice pour le long terme, parce que des prix, on va en parler tout le temps a priori quand on lance un projet payant. Ouais, exactement. Donc vaut mieux tout de suite être à l'aise parce que ça va être un long chemin sinon. Donc ce premier centre prend vite. Ouais. Alors 2018, j'imagine, parce qu'on a à peu près le même âge d'entreprise. Covid. Ouais, donc 2019, septembre 2019, l'ouverture du premier centre. Oui. Et le Covid arrive en mars 2020. Oui. Et l'immense chose qu'on a eue, c'est qu'on a eu le temps de montrer en 6 mois que ça marchait. Quelques mois après, on n'aurait pas pu montrer ça et ça aurait été probablement plus compliqué. Ok. Donc déjà, vous étiez solide de votre, comme on dit, preuve de concept. Ouais, on était solide. C'est-à-dire qu'on était déjà en train de penser à en ouvrir un deuxième. Ok. Et on a été solide vis-à-vis des autres puisqu'on a pas mal d'opérateurs dans le monde des loisirs indoor qui nous avaient repérés, qui avaient essayé, qui avaient trouvé ça cool et qui envisageaient déjà de se franchiser. Alors, donc ça faisait tout de suite partie de la stratégie de dire ouais. Ok. Ouais. Ça, clairement, ça faisait partie de la stratégie. C'est ce que je disais au départ. Nous, on voulait créer une catégorie de loisirs et s'imposer comme un référent de cette catégorie-là. Mais par la franchise, pas en disant ce sera toujours notre réseau. Parce que vous auriez pu dire tout sera géré par nous. On aurait pu, mais quand tu veux prendre la France entière rapidement,
à moins d'avoir une surface financière quasi illimitée. J'allais dire, c'est que vous étiez millionnaire. Non, mais tu vois, après, c'est des questions qui se posent dans la conduite du projet. C'est est-ce que je lève des fonds pour faire tout en propre? Est-ce que je développe en franchise? Qu'est-ce que ça m'apporte? Voilà, je pense que le sujet de ce podcast, c'est pas forcément d'aller très loin dans le sujet de la franchise, mais voilà. Mais ça peut être quand même intéressant parce que tu sais, je pense notamment aux lieux événementiels. Il y a des marques de lieux événementiels. Je pense à des lieux qui sont d'une taille à peu près entre 50 et 150 personnes en capacité d'accueil, qui sont des lieux dans les villes, qui ont des concepts divers et variés, et qui, eux, parfois ont envie de s'étendre et ne savent pas forcément dans quel sens aller. Et je pense que la franchise sur certaines marques peut très bien fonctionner en événementiel. Ouais. Voilà. Ah non, mais c'est clair. C'est un petit peu intéressant aussi, même si c'est vrai que on n'est pas sur un podcast entrepreneurial pur, mais en tout cas, ça donne des clés de lecture. En fait, nous, le choix, pour expliquer rapidement, tu as des avantages et des inconvénients au développement en succursale et au développement en franchise. Il n'y a pas la formule magique, il y a une formule adaptée à chaque projet et à chaque ambition. Nous, l'ambition de faire une marque référente, il nous a semblé qu'elle passait par du développement en franchise, parce que le développement en franchise, comme c'est pas toi qui investis, mais que c'est le franchisé qui prend le risque financier, forcément, tu as un levier en termes de rapidité de développement qui est beaucoup plus important que quand c'est toi qui investis dans chacun de tes centres. Et au-delà de ça, au-delà de l'investissement, tu as aussi une inertie dans l'ouverture des centres. Tu vois, ouvrir, tu peux pas, si tu fais un développement uniquement en succursale, tu vas pas pouvoir en ouvrir 20 par an. Parce qu'il va falloir que tu trouves les locaux, il va falloir que tu aies l'équipe pour gérer le déploiement, il va falloir que ton architecte il fasse plein de projets. Enfin, ça prend toujours plus de temps que ce qu'on pense. Et donc, pour toutes ces raisons, tu peux pas avoir le développement que tu pourrais avoir en franchise. Après, pour nous, l'enjeu, ça a été de doser les choses comme il fallait pour pouvoir quand même garder un certain nombre de centres en succursale sur lesquels il est clair que nous, on réalise des chiffres et des marges beaucoup plus importantes. Bien sûr, pour nous, ce dosage, on pense que c'est bon. Là, à la fin 2023, on va avoir à peu près 10 centres en succursale et une quarantaine de centres en franchise. Okay. C'est un bon dosage parce que ça nous a permis en très peu de temps d'ouvrir 50 centres, mais ça nous a permis malgré tout de garder la plupart des grosses villes en succursale, et c'est des villes dans lesquelles on réalise des super résultats. Top. Et donc, j'imagine que sur la franchise, il y a des enjeux. Comment on fait que... Parce que ça reste quand même votre marque. Si le franchisé ne joue pas le jeu d'un certain standing que vous voulez sur votre expérience ou la qualité de l'accueil, de la prise en charge, de l'ambiance sur place, etc. Parce que j'ai vu que vous aviez votre petite réputation sur la franchise. Vous êtes populaire. Oui, c'est vrai qu'on a gagné des prix. J'imagine que ça, il y a un vrai travail derrière. Ça a été quoi? Parce qu'après, évidemment, on va passer à autre chose, mais qu'est-ce que vous faites de particulier pour que ça se passe bien pour les franchisés? C'est quoi un peu vos ingrédients pour que Quizroom soit toujours au top? En fait, la clé dans la franchise, c'est de réussir à bien modéliser ton concept. Modéliser le concept, ça veut dire écrire ton concept et expliquer clairement de quoi il retourne. Qu'est-ce que tu proposes comme expérience? Comment tu commercialises? Comment tu opères? Comment tu recrutes? Tous ces sujets-là, tu les modélises dans une bible. Tu vois, ça s'appelle le manuel de savoir-faire. Et on t'explique comment tu fonctionnes. Après, une fois que tu as fait ça, ça suffit pas. Ce qui est compliqué, c'est de transmettre, c'est de faire en sorte, comme tu disais, que chacun puisse maintenir un même niveau de standard. Ça, c'est ce qui est le plus difficile. C'est pour ça que, au fur et à mesure, l'idée, c'est d'avoir des responsables régionaux qui vont accompagner les franchisés dans la mise en place du concept, dans la vérification du fait que le concept est bien opéré. Donc, ils vont sur site, ils sont à dispo pour les éventuelles questions. Exactement. Et avec une vraie différence, en fait, la vraie différence entre les centres qu'on a en propre et les centres qu'on a en franchise, c'est le rapport hiérarchique qu'il y a entre les différentes personnes. Puisque quelqu'un qu'on embauche en CDI pour gérer un centre,
il est relié hiérarchiquement à quelqu'un de la boîte qui va lui dire, en gros, il faut que tu fasses ci, il faut que tu fasses ça, et puis il faut que ton centre il soit bien géré. En franchise, on a des leviers aussi pour imposer à nos franchisés de bien le faire, mais l'objectif n'est pas de dire au franchisé, il faut que tu fasses ci, il faut que tu fasses ça, parce que ton franchisé, il n'y a pas de rapport hiérarchique avec lui, et donc ça fait que t'es plus dans le relationnel et dans l'idée de faire comprendre les choses plutôt que de les imposer. Voilà, donc ça c'est ce qui fait que la franchise est passionnante, mais c'est ce qui fait aussi que c'est complexe et que ça peut partir dans tous les sens si tu ne mets pas en place les bonnes procédures dès le départ. Donc tu dirais qu'en gros, là où vous êtes très vigilant, c'est votre formation, votre accompagnement autour des franchisés. Tout à fait. Et au début, on n'a pas été très bon là-dessus, on a rattrapé un petit peu. Et maintenant, on a compris que c'était important de densifier la formation initiale et la formation continue pour que les standards soient les mêmes. D'autant plus qu'on a un réseau qui est jeune, qui avance vite et où du coup les choses changent rapidement. Et quand t'as un truc qui change et qui change pour 3 centres, c'est pas pareil que quand il change pour 50. C'est pas le même volume. Écoute, très intéressant. Je pense que ça peut donner plein d'idées à certains. J'avais aussi un petit point que je trouvais intéressant de souligner, parce que je t'ai entendu dire sur une interview que le franchisé, ça peut être quelqu'un qui prend un bâtiment et installe à l'intérieur Quizroom. Et il y a que Quizroom. Mais ça peut être aussi quelqu'un, imaginons, comme on connaît tous parfois en périphérie des villes, les centres de loisirs où il va y avoir la salle des trampolines, la salle du laser game, la salle de... et peut avoir une salle Quizroom qui s'intègre à un centre de loisirs. Et alors, je me posais comme question, j'ai un gros complexe lieu événementiel et je veux un peu plus travailler ma partie animation. Est-ce que je peux installer une Quizroom au sein d'un complexe lieu événementiel ? Ça marche ou pas du tout ? Ce que tu appelles un lieu événementiel, c'est quoi ? C'est une salle de réunion ou c'est un lieu où tu peux, je sais pas, c'est par exemple un lieu pour des mariages ? C'est assez vaste, mais on va dire un lieu pour mariage, je vois pas trop, non. Le domaine, le château, installer une Quizroom, etc. Mais je pense plutôt à des lieux événementiels d'une certaine taille, parce que s'ils sont trop petits, ça marche pas. Plutôt qui sont dans des villes et qui vont parfois avoir pas mal de mètres carrés. Avec des salles de réunion, avec un espace un peu plus espace de vie où ils font les cocktails, etc. Et parfois, ils ont des salles de sous-commission qui sont plus ou moins exploitées. Et comme je disais, il y a vraiment un attrait qui grimpe de la part des entreprises pour avoir des lieux tout en un. Et qui vont un petit peu tout proposer. Donc je me disais, est-ce que on peut installer une Quizroom sur son lieu, même si on n'est pas ouvert au public, parce que vous avez traditionnellement multiples segments qui sont accueillis. Et vous ne faites pas que de l'entreprise ou que de l'individuel, mais sur le principe. En fait là tu viens de toucher du doigt le problème, c'est-à-dire que au fond l'idée elle est intéressante, mais malheureusement elle se cantonne à une seule typologie de client qui est le B2B. Et même si le B2B représente une part importante de notre activité, notamment dans les grosses villes, où on a énormément de team building, le fait de tirer totalement un trait sur le B2C... T'es plus rentable, tu penses, si tu te prives de ce segment ? Pour nous, c'est dur de se priver de ce segment parce que dans la plupart des villes, on va ouvrir qu'un seul point de vente. Avec à chaque fois une exclusivité territoriale. Donc si tu octroies une exclusivité à quelqu'un qui va pas accueillir un seul client en B2C... Oui, vous avez... T'as quand même une déperdition de volume. Je savais pas que vous étiez en exclusivité, ce qui est ok. Si. On l'est systématiquement, c'est une protection évidemment pour les franchisés, pour leur éviter de leur mettre dans les pattes des concurrents qui seraient au sein même du réseau. Voilà, et comme nous on peut, enfin si tu veux, on n'est pas un resto, on n'est pas comme McDo au bureau ou Hippopotamus à pouvoir ouvrir des centaines d'unités, même des dizaines d'unités dans une ville. Nous, on peut pas le faire parce que pour faire vivre un Quizroom, on a besoin d'une population dans l'agglomération qui soit au moins de 250-300 personnes. Ok, c'est très clair. Donc, pas une bonne idée, chers auditeurs. Non, mais en fait, si tu vois, c'est intéressant parce que je parlais récemment avec une candidate à la franchise au Maroc, et elle me disait que elle croyait énormément dans le B2B, mais moins dans le B2C parce que probablement le marché est pas encore mûr pour ça.
Oui. Et elle va avoir un lieu qui va être beaucoup plus tourné vers le B2B, et elle aura probablement 80 voire 90% de sa clientèle qui sera en B2B. Mais malgré tout, et c'est important pour la marque, elle sera ouverte au B2C, et donc elle aura des clients B2C qui pourront venir. C'est quand même important pour la marque de dire on est une marque grand public, et donc qui que vous soyez et quelles que soient les conditions dans lesquelles vous voulez venir chez nous, on est ravis de vous accueillir. Ça tombe bien qu'on parle un peu de segment de clients, parce que c'est quoi du coup votre répartition entre le particulier, l'individuel et le groupe pro, ou même parce que j'ai vu que vous faisiez aussi de l'événement privé, donc je mets ça dans le côté un peu plus groupe organisé, quoi. Ouais. Alors je Ça vais dépend essayer peut-être des centres. de Ouais, ok. Exactement, ça dépend des villes, mais je vais essayer d'être À la louche. d'être clair. Ouais, exactement, à la louche. En gros, si tu prends les plus grandes villes, tu as un peu plus de B2B que de B2C. Donc on va avoir en gros un ratio de 60-40 en faveur du B2B. Et à mesure que tu baisses en termes de taille de ville, le rapport s'équilibre, voire même s'inverse en faveur du B2C. Quand tu es dans des villes de taille plutôt raisonnable, tu vas avoir 70 voire 80% de ton volume au B2C et 20% au B2B. Après, cette réalité, elle est vraie sur l'ensemble de l'année, mais par exemple, quand tu es en fin d'année, alors en août, évidemment, t'as que du B2C, et à l'inverse, en décembre, tu vas avoir une immense part de B2B parce que tu as tous les team building de fin d'année où les gens réservent très en avance et où du coup il n'y a plus une place pour des particuliers qui voudraient jouer le soir parce que c'est déjà réservé depuis 2 mois par toutes les boîtes qui veulent fêter Noël. Et du coup, justement en termes de format, on a dit donc vous avez les particuliers, moi avec mes amis, ma famille qui vient jouer. Vous avez donc dans les groupes les événements privés. Et là, j'ai vu que vous parliez pas mal sur votre site internet d'anniversaire, de VJF, VG, je ne sais quoi d'autre. Je crois que vous mentionnez aussi baptême, enfin tout, cousinade, je sais plus, tout ce qui rassemble. Et puis le groupe pro B2C, où là c'est l'entreprise qui organise son événement. C'est ça? Ouais, c'est ça. En fait, la chance qu'on a, c'est qu'on a un produit qui peut plaire à toutes les catégories d'âge et à tous les types d'événements. Notamment par la réflexion que vous avez autour du jeu, qui s'adapte à votre public. Oui. Exactement. C'est-à-dire que la proposition de base, elle peut plaire. C'est-à-dire que en effet, se faire un plateau télé avec des potes ou avec n'importe qui, ça peut a priori plaire. Mais c'est ensuite l'adaptation du produit qui fait que ça fonctionne dans tous ces contextes-là. Et donc, on a des enfants qui viennent chez nous fêter leur anniversaire, souvent, c'est rarement pour une autre occasion. Donc, anniversaire enfant, 8 à 12 ans. Donc ça fonctionne bien, et c'est une alternative au laser game et à toutes les offres existantes. On a ensuite différentes catégories d'âge de gens qui viennent entre amis. Après, on a donc beaucoup de boîtes. On a effectivement EVG, EVJF, anniversaire, qui sont des événements privés. C'est les occasions les plus grosses chez vous, en privé? Ouais. Tout à fait. Oui, c'est les événements les plus courants. On a surtout beaucoup d'EVJF. C'est énorme, les EVJF. Ah ouais, totalement. Non, c'est énorme, les EVJF, parce que il y a cette tradition depuis très longtemps de faire des quiz en EVJF. Et nous, on propose de le faire dans un contexte sympa, et on propose de personnaliser des questions. Ce qui veut dire que les questions adaptées à la mariée, ça fonctionne, et elles sont énoncées par un comédien en voix off dans une salle où il y a une ambiance de ouf et tout. Donc c'est vrai que le VJF, c'est vraiment le truc hyper adapté. En EVG, on a un peu moins de monde parce que comme on ne propose pas de boire dans les salles et que la seule préoccupation d'un groupe de VG, c'est de se bourrer la gueule, forcément, on a un peu moins de groupes, mais on a quand même pas mal de VG. Et puis ensuite, effectivement, on a des anniversaires, on a des événements de famille aussi qui sont assez sympas, puisqu'on arrive à regrouper dans une même salle des grands-parents avec des petits-enfants, voire même des arrière-grands-parents, donc c'est assez ouf. Ça permet de créer des souvenirs de famille qui sont en général assez sympas. Et puis donc les entreprises, donc on a beaucoup d'événements, on a toutes les catégories d'âge. À chaque fois, on adapte le contenu. Il y a des tailles maximum?
Dans une seule salle, en fait, on commence à 4 personnes minimum et on peut aller jusqu'à 18. Donc, Ah, c'est pas mal. voilà. Donc, si tu veux, dans le cadre privé, on s'adresse à quasiment tous les types de groupes. On a quand même assez rarement des gens qui fêtent leur anniversaire et qui sont 30. Ça arrive. Mais généralement, tout le monde rentre dans une même salle et c'est aussi une des forces de notre concept. C'est que tout le monde est ensemble. Et c'est vrai que quand on a des boîtes qui nous font des demandes et qui nous mettent en concurrence avec des escape games, par exemple, où généralement le nombre de joueurs est limité à 6, à 5 ou 6 suivant les salles, quand le groupe quand ils sont 12, 14 ou 15. Ce que j'allais dire, sur le B2B, c'est rare d'être 4. Ouais, c'est rare d'être 4 et c'est plus, nous, en moyenne, en B2B, on a des groupes de 12-13. Oui, c'est ça. Voilà. C'est une équipe, c'est un département qui vient chez vous. Une équipe ou une petite boîte ou plein de trucs. Et sachant que 18, donc c'est le maximum par salle, mais qu'on a 2 ou 3 salles par centre, ce qui veut dire que on est quand même en mesure d'accueillir des groupes qui vont jusqu'à 36 voire 54 personnes en simultané avec un système de tournoi et qui permet donc à des équipes qui sont composées de plus de 18 personnes d'avoir une offre super sympa pour eux, où ils sont pas tous ensemble, mais où ils jouent quasiment tous ensemble au moins une fois dans la journée. Voilà, donc ça c'est vrai que ça fonctionne bien en termes de taille de groupe. Et puis donc après, pour répondre à ta question, oui, c'est les EVJF qui sont les types d'événements où on a le plus de groupes. Ouais. En privé. En privé. Ouais. Après, le team building éclate tout sur le reste parce qu'en fait, en entreprise, donc on répond à cette problématique de pouvoir faire jouer les gens tous ensemble, et ça c'est une préoccupation importante de la part des organisateurs d'événements entreprises. Ouais, parce qu'il faut trouver des activités qui créent du lien et qui soient pas, comme tu disais tout au début, nous on fait pas des questions pour complexer nos joueurs. Et là au moins, il y a pas de problème quoi. Exactement, il y a pas. C'est inclusif de toute l'équipe, donc je pense que ça c'est un très très gros point fort pour les managers qui se disent. Ouais. Totalement, et puis donc inclusif sur la partie culture et inclusif aussi sur le fait que c'est pas tu vois, il y a pas de dimension sportive. Il y a plein de gens que ça emmerde en fait dans les entreprises d'aller faire un foot parce que ils vont se ridiculiser ou je sais pas quoi. Donc je pense notamment aussi un peu aux filles garçons parce que les garçons encore c'est toujours ces modèles où les garçons vont faire plus de sport et ont plus été habitués à faire des sports collectifs comme le foot, le basket, etc. Nous les filles un peu moins parce que nos amis à la danse classique. Alors évidemment on est toujours des quiches et c'est pas toujours évident de faire ce genre de jeu parce que on s'amuse pas autant parce qu'il y a une différence de niveau qui est trop importante. Souvent il y a un peu de ça. Ouais. Tu vas avoir des gens qui sont un peu plus âgés dans l'entreprise et qui du coup font plus trop de sport et ils ont pas envie de le faire aux yeux de tout le monde. T'as ceux qui sont en surpoids et qui ont pas envie d'être en affaire de sport. Enfin ouais. Voilà. Et et nous, ce qui est cool, c'est que quand même t'as des gens qui seraient pas hyper emballés par l'idée. Ils se retrouvent dans une équipe de 2 ou de 3 dans laquelle ils peuvent s'impliquer plus ou moins. Et dans l'écrasante majorité des cas, ils s'impliquent et ils finissent par passer un super moment. Et s'ils décident de pas trop s'impliquer, pendant 1 heure, en fait, ils laissent le voisin répondre plus qu'eux. Et c'est ok, tu vois. Oui, la lumière est pas sur eux, ils sont pas. Exactement. Tu peux être qui tu es sans pression. Ouais, tout à fait. Et donc pour revenir aux événements entreprises donc si tu veux, il y a vraiment le produit de base qui est, je pense, l'expérience nous montre très très adapté aux entreprises. Et il y a aussi la capacité qu'on a à le personnaliser. C'est-à-dire que les questions donc sont adaptées à l'âge des participants, ça je l'ai déjà évoqué, mais on a beaucoup de boîtes qui prennent l'option questions personnalisées. Donc je l'ai évoqué pour les EVJF, mais c'est quand même très courant aussi pour les boîtes. Et c'est ce qui permet d'offrir un niveau de personnalisation qui soit hyper avancé, sans que de notre côté, ça nous demande un travail supplémentaire important. Alors j'ai une question par rapport à ça, parce que s'ils écrivent leurs propres questions et qu'il y a toute cette histoire de voix off, etc., ça veut dire que vous êtes capable en interne de tourner de la voix off hyper facilement sur les questions. Ouais, on est structuré pour ça. Okay. Donc chaque jour on a des. C'est payant les questions sur mesure. Ouais, c'est une option payante qui pour un groupe de particuliers de petite taille peut être un peu cher. Ok. C'est-à-dire que si tu viens à 6,
et que ça coûte 60 €, ça fait 10 € par tête en plus. C'est quand même substantiel. Et pour une entreprise, c'est rien. Par contre, si t'es 12, ça fait 5 € par personne, c'est plus raisonnable. Et pour une boîte, c'est vraiment que dalle, quoi. Donc, ils le prennent toujours. Ils le prennent pas toujours parce que souvent l'organisateur va avoir la flemme de le faire. Mais en tout cas, le prix n'est jamais un problème. Ok. Ok. Voilà. Et ça, c'est un gros plus parce que c'est l'organisateur d'événements. Ce qu'il veut, c'est que ça se passe bien, que ça plaise. Et quand ils prennent leur tâche d'organisateur à cœur, ils ont envie de marquer un peu les esprits. Et donc proposer une activité dans laquelle tu vas pouvoir marquer les esprits avec de la personnalisation, avec des questions sur la vie de bureau, avec des questions sur un tel ou un tel qui vont être un peu amusantes, ça peut être des souvenirs sympas et ça peut du coup faire de cet événement un événement un peu exceptionnel. Voilà. Tout à fait. Et donc ça, c'est sur la partie produit, c'est sur l'activité qu'on propose. On est capable, sans faire vraiment d'efforts importants, d'avoir une expérience qui est personnalisée pour le client. Donc ça a une forte valeur pour eux. Et au-delà de ça, ce qu'on peut faire, c'est personnaliser les événements en proposant donc des avant et des après le jeu. Ok, donc vous avez des espaces sur les centres Quiz Room. Exactement, on a des espaces donc dans chaque centre, soit des espaces distincts qui sont donc systématiquement privatisés, soit des espaces communs dans lesquels les gens peuvent se mettre comme dans un bar. Et l'idée, c'est que donc systématiquement ils commencent par jouer et ensuite on peut leur proposer donc de passer un moment chez nous avec boissons, avec traiteur, avec potentiellement des prestations additionnelles d'animation. On peut leur proposer de jouer un peu plus s'ils le souhaitent. Et en fait, nous, nos offres entreprises, elles sont toutes packagées, elles sont toutes transparentes. Donc on fait pas le truc classique que tu peux voir sur les sites internet, tant de personnes sur devis, tu vois. Ça, on fait pas. Nous, tout est transparent et tous les prix sont affichés. C'est un positionnement fort dans notre réseau qui permet d'assurer aux clients que le devis va pas être fait à la tête du client, mais que les prix sont pratiqués sont toujours les mêmes et qui nous permet, nous, qui avons beaucoup de flux de demandes, qui nous permet de nous assurer que le client est conscient des prix qu'on va lui proposer et qui nous permet du coup d'éviter des demandes où le client va de toute façon décliner parce qu'il trouvera que c'est trop cher. Oui. On perd pas de temps avec un problème de budget. Voilà. Et alors, nous, c'est pas une technique qui est valable dans tous les cas de figure, mais dans le cadre d'un commerce comme le nôtre, où il y a potentiellement dans les périodes de grosse activité jusqu'à 12 événements dans la journée, on est obligé en fait de scaler un peu le truc et de rationaliser, de proposer toujours les choses dans le même ordre. Et tout notre enjeu, c'est de faire en sorte qu'il puisse y avoir plusieurs offres qui rentrent toujours dans notre modèle opérationnel, qui vont jamais le mettre en péril, et qui permettent à chacun donc de faire l'événement qui leur plaît en fonction de leurs souhaits et en fonction de leur budget. Plusieurs offres, c'est-à-dire vous allez que le jeu avec ensuite un pot dans la salle privatisée, c'est ça en gros. Voilà. Vous allez avoir ce genre de pour être concret, une entreprise qui a très peu de budget, elle va aller sur le site internet, elle va réserver comme des particuliers et ils vont juste venir jouer chez nous et ils vont ensuite aller ailleurs ou pas. Et ça va coûter 22 € par tête TTC. Voilà. Ça commence là. Après, en formule team building, nous, la base, c'est de proposer de faire les équipes en avance et de proposer aux gagnants de partir avec un jeu de société. Tu le disais en intro, on est chiche ou pois chiche. Voilà, on est aussi fondateur d'un jeu de société avec Charles et ce jeu, il est distribué dans tous nos centres Quiz Room. Et dans le cadre des formules entreprises, les gagnants repartent avec un jeu. Donc ça, c'est un vrai plus pour l'organisateur de se dire, j'événementialise le truc. Et je marque le coup en disant si vous avez gagné un lot et ce sera un souvenir. Voilà. Donc ça, cette formule avec les lots pour les gagnants, elle est un peu plus chère. Ensuite, il y a la possibilité d'avoir juste une boisson pour débriefer à l'issue de la partie. Il y a la possibilité d'avoir une boisson plus un traiteur. Le traiteur, il commence à 15 € par personne, il finit à 50 € par personne. Ouais, c'est raisonnable. Ouais. Voilà, donc tu vois, et en fonction des budgets, on a des boîtes qui, ça peut commencer à 22 € par personne et ça peut finir à 150 € par personne s'ils le souhaitent. On peut faire des privatisations complètes aussi à la soirée où tu as un groupe de 50, tu vas avoir au début un tournoi de quiz et ensuite on va te proposer de faire
illimité de parties, de quiz, de blind test, de quiz ou de blind test thématiques entre les jours qu'ils souhaitent pendant la suite de la soirée. Donc tu vas avoir le tronc commun, tout le monde joue. Et puis une fois que c'est fini, les gens, ils ont donc leur traiteur, ils discutent, etc. Ils boivent des coups. Et puis tu vas avoir un groupe, ils sont 5-6, ils sont un peu compètes. Ils disent allez, on va se faire un quiz, on va voir qui c'est le meilleur. Et puis tu vas avoir un groupe qui sont un peu en mode tough, qui vont dire allez, on se prépare un petit blind test, et ils se font une équipe de 12, ils se font un blind test. Voilà. Okay. Et donc cette offre de privatisation, elle est également packagée. Le prix est public, tout le monde sait à quoi s'attendre. Encore une fois, elle met pas en péril notre modèle opérationnel. Et alors, du coup, vous avez un service commercial ? Dans chaque centre, en fait, on a un responsable de centre qui est le responsable commercial. Voilà, exactement. Et qui, lui, a toutes les offres. Ouais. Et qui navigue avec ça. Voilà. Et et donc, on va même, tu vois, pour essayer de rendre les choses faciles, on va même jusqu'à l'ultra-personnalisation du formulaire de contact. Ce qui veut dire que les gens, quand ils nous contactent pour une demande de team building, ils nous contactent pour une date, un horaire, mais on leur demande déjà à ce stade, est-ce qu'ils veulent faire 2 parties, 3 parties, est-ce qu'ils veulent des boissons, du traiteur, quel type d'offre, etc. Donc ils sont pas obligés de répondre, mais généralement ils répondent très précisément, et c'est ce qui nous permet souvent de pouvoir envoyer des devis qui sont très précis, sans même avoir eu à contacter l'entreprise. Et donc là, ça permet d'aller assez vite en fait dans la définition des devis et dans la signature des devis. Et puis après, bien évidemment, on appelle quand même la majorité des clients parce que c'est leur volonté en fait quand ils organisent d'être assurés sur comment ça se passe. C'est vraiment plein de questions à poser. Et c'est important ce petit appel. Hyper important. Parce que je vois sur votre site, donc vous avez le formulaire de contact que vous mettez en lien sur justement votre page team building. Donc là, on dit pourquoi on vient, team building, anniversaire, blablabla. On choisit une ville. Ouais. Alors là, t'es sur un formulaire généraliste, probablement que tu dois être sur le site général. Quand je vais sur un quiz room Paris, voilà. Sur oui, il y a qu'un site à Paris, parce que c'est un site par ville. Ah non? À Paris, en fait, on a à la fois un site global et un site pour chacun des centres. Mais tu vois, pour faire simple, si t'es à Montpellier. Montpellier. Si t'es à Montpellier, tu vas cliquer sur le site de Montpellier et du coup, on va pas te proposer toutes les villes. Bon, c'est un détail. Ok. Donc, et là, en effet, je choisis une date, je choisis un créneau, je choisis un nombre de joueurs, nombre de parties. Ouais. Donc, en fait, même les entreprises vont passer par ce questionnaire un peu poussé déjà, enfin de qualification du besoin complète. Ok. Qui dans certains cas donc est suffisant et permet d'éditer un devis et d'aller assez vite, et qui dans d'autres cas est une base de discussion pour un coup de fil. Ok. Où nous, notre service commercial, on s'engage à rappeler en donc moins votre de 24 service heures. Commercial, comme on disait, c'est le manager du site. Voilà. C'est ok. Il y a rien au niveau du siège. C'est le commercial, c'est toujours le gérant local. Toujours le gérant local. Et en fait, généralement, en fait, le responsable de centre, donc, il travaille sur les horaires de jour. Donc, il travaille entre tout va bien. Et 18h. Donc, il travaille en même temps, en fait, que tant les gens que les clients. Voilà. Là où ça devient complexe, c'est quand il a beaucoup de volume de réservations à gérer en journée, que du coup, ça se télescope entre le service commercial d'un côté et la gestion des clients de l'autre. Donc c'est pour ça que souvent sur les périodes de haute saisonnalité, on peut avoir des encombrements et dans ces cas-là, on s'arrange pour dédoubler un peu le responsable de centre pour qu'il puisse lui se concentrer sur la partie commerciale et continuer d'être réactif et efficace là-dessus, et qu'en parallèle on puisse accueillir nos clients convenablement. Voilà. Mais souvent ça se copie quand même assez bien. Ouais. Ok. C'est une logique qu'on retrouve beaucoup, je pense aux bars notamment. Les bars, c'est le directeur du bar qui gère toute son activité commerciale. Ouais, tout à fait. Sauf que, et là, il y a un très très bon conseil pour les bars que nous on connaît bien chez Booking Check. Vous avez bien entendu ce qu'a dit Tristan. Tout est packagé. Les directeurs savent exactement ce qu'ils peuvent vendre. Et ça facilite grandement les choses. Alors que dans les bars, c'est rare qu'ils aient des offres établies. Et donc, ils prennent le menu et ils demandent aux clients ce qu'ils veulent et ça leur prend un temps pas possible. Ouais, alors ça, c'est intéressant ce que tu dis, parce que c'est une question qui s'est posée pas mal sur la partie traiteur. Et quand tu appelles un traiteur pour faire un partenariat,
C'est ce qu'on fait dans chacune des villes. Le traiteur te dit voilà, je te propose telle offre et donc tu vas avoir le choix entre des mini frappes, des navettes, des trucs. Et il te dit tout est plus ou moins personnalisable et tout. Le truc c'est que quand tu fais 8 traiteurs dans la journée, tu peux pas te permettre de demander à ton client ce qui lui plaît. Donc nous, en fait, notre politique, ça a été de se dire, on ne bosse qu'avec des traiteurs qui acceptent de faire des formules qui sont fixes. Ouais. Alors, à la limite près qu'on a quand même la plupart de nos traiteurs qui travaillent des produits de saison et qui donc du coup font évoluer leur carte 2 fois par an. En termes de volume, etc. Enfin, en gros, nombre de pièces, typologie de pièces, on n'est pas non plus, je pense. Mais nous, on veut pouvoir dire votre offre, il y a ça dedans, ça coûte 18 par tête et ciao. Et c'est fini en fait. Mais moi, par exemple, j'ai fait beaucoup d'événementiels en restauration. Sur des restaurants qui vraiment, les grandes brasseries parisiennes notamment, ça a été mon premier baptême du feu. Moi, c'est là où j'ai appris le métier. Et dans ces restaurants-là, c'est le cas de le dire, ça brasse. Ça brasse des centaines de gens et des dizaines de groupes par jour, comme vous sur un centre. On ne peut pas se permettre aussi de prendre le menu et de dire qu'est-ce qu'on va faire ? En fait, changement de menu, tous les contenus des packages changent, mais les packages sont identiques sur l'année. C'est juste les 2 entrées au choix vont changer quand il y a un changement de menu, mais le contenu de l'offre reste identique et ça nous permet, comme on disait tout à l'heure, de rationaliser, de nous tout de suite savoir ce qu'on peut proposer, à quel prix, et puis après sur ces menus, on rajoute un forfait vin, machin, il y a des petites options, mais on sait ce qu'on peut vendre. On n'est pas en train de se dire, alors, je pense qu'on pourrait mettre ça, mais il me demande en plus un apéritif. Alors moi, j'ai pas les prix sur les bouchées apéritifs, donc je vais aller voir mon directeur de la restauration et puis ça me prend 3 jours pour faire une offre, et si je dois faire ça fois 100. Ouais, et puis en plus à la fin, c'est même pas sûr que l'impression de qualité soit meilleure, parce que la probabilité de faire une erreur est plus importante. Oui. La probabilité de s'enliser dans des discussions poussives et complexes est importante aussi. Et que le client se dise, mais c'est quoi ce bazar ? Ouais. Et il va se dire, c'est pas bien géré et tout. Voilà, et puis... il est habitué quand même quand il va dans un bar, dans un restaurant, dans un hôtel, sur un centre de loisirs, il est habitué à ce côté un peu menu, offre, prix, c'est établi, on lui donne un support, il sait dans quoi il s'embarque, alors que si on fait pas pareil, côté événementiel, on le perd aussi et notre image pro en prend un coup. Ouais, totalement, mais c'est franchement, il y a, en tout cas, dans des contextes on va dire, d'événementiel plutôt de masse, ça fonctionne très bien. Non, mais bien sûr, si on organise le lancement du nouveau bijou de quartier qui veut un truc hyper léché, mais de toute façon derrière il va y avoir des agences, directeurs artistiques. Ça, c'est toute une autre logique. Voilà, mais c'est quand même de l'événementiel plus rare, quoi. C'est pas... c'est de l'événementiel complètement sur mesure. Nous on fait pas de l'événementiel sur mesure, on fait de l'événementiel personnalisé. Je vais utiliser ça maintenant. Et le tout, en fait, le tout, c'est de le présenter comme il faut. C'est-à-dire que quelqu'un qui va te dire, ah non, mais nous on veut un truc sur mesure et tout, il faut surtout pas présenter la chose de façon négative en disant, mais vous comprenez, on peut pas se le permettre et tout. Non, ce qu'il faut dire, c'est, en fait, c'est mieux pour vous si on vous le propose comme ça. Nous, on reçoit des dizaines de groupes chaque mois. On a l'habitude de le faire. On a tout un panel de possibilités. Toutes ces offres sont quali, sont sympas. En fonction de votre budget, on va vous donner un truc qui va vous convenir. Et faites-nous confiance, ça va marcher. Tout à fait. Et ce même client qui dit, moi, je veux du sur-mesure, si on lui envoie la liste de toutes les pièces que propose le traiteur en disant quelle quantité tu veux de chaque pièce, il est perdu. Mais il en sait rien. Il le sait pas. C'est pas son métier. Il va finir par aller demander aux gens dans son équipe ce qu'ils veulent. Et finalement, les gens, comment tu savoir ce que tu veux? Et puis moi, j'ai reçu des devis avec 15 mini quiches, 12, et je me disais, mais quelqu'un qui n'est pas du métier ne se rend pas compte en quantité si ça fait un cocktail dînatoire assez comment que j'ai pas mon mot, que les gens n'aient plus faim, quoi. Est-ce que cette quantité là suffit? C'était
Bref, donc suivez le modèle de Quizroom, de penser à faire des packages, et puis après, si vous avez un client qui arrive avec 200 € par tête pour privatiser votre bar et qui veut un truc de fou, eh ben lâchez-vous, mais ce sera exceptionnel. Voilà, exactement. Et encore, je veux dire, nous, ça, on le fait même pas. C'est-à-dire que oui. Moi, je pense que c'est on a des offres très premium, et s'ils veulent un cocktail premium, ils l'ont. Ça fait partie de nos offres dans tous nos centres. Mais s'il me dit, moi, je veux tel truc, puis en fait, telle pièce me convient pas, genre, désolé, on va pas le faire. Et parce qu'en fait, derrière tout ça, l'objectif, c'est d'avoir une certaine efficacité dans la gestion du centre. Et pas mettre en mal-être les équipes aussi. Ouais, exactement. Et puis ne pas surstaffer quand c'est pas nécessaire. Donc derrière tout ça, il y a un gain de productivité qui est important. Quand c'est bien expliqué commercialement, c'est très clair. La satisfaction client, elle est complètement au rendez-vous. Alors, je te coupe avant d'oublier ma question parce que je l'ai oublié tout à l'heure. Du coup, tu parles beaucoup du discours commercial, de dire si on explique bien, si on présente bien, etc. Ça, c'est quelque chose aussi où vous formez bien vos directeurs, vos managers de centre. Ah oui. Sur le discours commercial, ouais. Ouais. Déjà, on leur apprend à bien pitcher l'activité parce que très souvent, les gens nous appellent sans forcément avoir pris le temps de regarder ce que c'était exactement. Donc, t'as plein de cas de figure. T'as les gens qui ont connu Quizroom par le bouche à oreille. On leur a dit Quizroom, regarde ce que c'est. Ils nous appellent tout de suite. Ça, c'est le réflexe notamment des gens tu vois, un peu plutôt de la génération 45-60 ans. Ils appellent, c'est leur réflexe. Et donc là, il faut leur expliquer ce qu'on fait. Ouais. Tu as aussi des gens qui nous ont trouvés sur Internet parce qu'ils nous ont trouvés sur Google ou qui ont besoin d'en savoir plus. Donc la base, c'est de bien expliquer ce qu'on fait. Et ça, c'est pas valable dans un resto parce que dans un resto, a priori, tu viens manger, mais quand même, c'est-à-dire que t'as quand même à chaque fois un concept, t'as un positionnement. Non, ça marche aussi, moi je trouve. Donc ça fonctionne ainsi. Nous, c'est d'autant plus important que de temps en temps, il y a quand même des gens qui sont à des années-lumière de comprendre ce qu'on propose. Ouais. Donc ça, c'est important d'expliquer. Et puis après, d'être hyper clair sur la présentation des offres. Voilà. La norme, quand on vient chez nous, c'est de venir faire 2 parties. On prépare les équipes en amont, ce qui permet donc d'avoir un événement qui est parfaitement organisé, et à la fin de l'événement, les gagnants ils repartent avec un lot pour chacun des gagnants. Voilà. Même là, c'est marrant, je le pitch plus très bien, ça fait 2 ans que je l'ai pas fait. Mais alors Tristan, la rentrée, petit stage. Ouais, c'est compliqué. Je rigole. Non, mais tu vois, et moi j'insiste beaucoup sur la clarté et sur l'ordre dans lequel on présente les choses. Et ça se traduit derrière par une grande clarté dans la présentation des devis. Les choses doivent être présentées dans l'ordre, chaque élément du devis doit être extrêmement précis. Pourquoi ? Parce que très souvent, la personne qui demande le devis n'est pas décisionnaire. Oui. Et donc le devis va le présenter. Voilà, le devis va arriver entre les mains d'une tierce personne qui ne connaît rien à l'activité et qui, en comparant ce devis avec un autre, va très probablement aller vers celui qui lui semble le plus clair et le plus pro. Voilà, donc le côté formel, il est aussi important dans la compréhension et dans la confiance que vont avoir les gens dans ta proposition. Oui, tout à fait. Donc vous les suivez au grain sur cette partie-là. J'avais une dernière question avant qu'on se quitte, Tristan. Est-ce que Quizroom se déplace ? Je me disais, une entreprise qui vous dit, voilà, nous on veut faire un événement avec un quiz dans nos locaux ou dans un lieu beaucoup plus grand parce qu'on est beaucoup. Est-ce que vous faites du grand plateau en dehors de vos murs ? Non, aujourd'hui on le fait pas. Et c'est pas en projet. C'est pas au programme. Non, mais c'est une très bonne idée en soi. Après, c'est à réfléchir. Non, mais c'est toujours pareil. En fait, la question, c'est qu'est-ce qu'on priorise et pourquoi. Oui. Nous aujourd'hui, on a une activité qui est encore récente, que tout le monde ne connaît pas, que tout le monde n'a pas encore expérimenté, et on souhaite que cette activité soit expérimentée dans les conditions dans lesquelles on l'a imaginée, c'est-à-dire sur ce plateau qui est conçu de cette façon-là. Après, si demain on est capable de faire des événements à 200, à 300 avec un autre setup, ce sera super. Mais on pense qu'on a encore beaucoup de chemin à parcourir pour faire connaître cette activité et aussi pour la développer, puisque je l'ai pas évoqué, mais
on développe différents jeux, tu vois. Donc on a commencé par le quiz, ensuite on a sorti le blind test. En 2024, on va sortir un autre jeu. Et donc le but, c'est aussi de se développer côté produit pour se donner un maximum de chances de convaincre les gens de venir chez nous et pour se donner aussi un maximum de chances de les faire revenir. Voilà, donc notre priorité, c'est plutôt ça et le développement géographique. Okay. Et après, le développement d'une solution digitale, d'une solution mobile, ça fait partie des idées qu'on a en tête, mais qui sont pas encore, D'accord. Pas encore tout à fait sage discours de la part de Tristan. Il faut aussi savoir y aller étape par étape pour pas se brûler en plein vol. Ça c'est clair. Merci Tristan d'être venu aujourd'hui nous raconter Quiz Room. C'était passionnant. On aurait pu rester très longtemps. Je vois que le chrono tourne. Et puis je vous souhaite plein de succès encore pour la suite et hâte de suivre toutes ces aventures sur les différents réseaux où on peut te suivre aussi, je crois. Eh ben oui, tout à fait. Vous pouvez nous suivre un peu partout, principalement sur Instagram et sur LinkedIn. On est sur TikTok aussi. Merci beaucoup Clémence pour l'invitation et bon courage à toi aussi pour la suite. Merci. À bientôt. À bientôt. Salut.